Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique et nous allons commencer notre émission hebdomadaire où nous parlons de l'actualité nationale et internationale avec des commentaires, mais surtout nous faisons un travail de déconstruction. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder, en ce qui concerne la Martinique, des commentaires sur les actions qui ont été menées par le RPRAC en Martinique au début de la semaine. Et pour ce qui concerne l'international, les provocations de Donald Trump contre le Venezuela. Tout cela va nous amener à un point de déconstruction sur les conditions nécessaires pour une transformation valable de la société, réelle, des conditions de vie des gens. Alors, d'ores et déjà, je n'appelle à votre patience parce que vous avez vu que ces points-là sont importants et nous croyons qu'ils peuvent servir de support à une réflexion de fond sur les comportements, les choix et les comportements que nous avons à adopter dans un moment de l'histoire qui est déterminant tant pour notre pays que pour les questions internationales. Donc, nous nous en excusons d'avance, mais comme je le dis chaque fois, vous avez possibilité de retourner sur la vidéo YouTube qui enregistre cette émission pour l'écouter à loisir par partie, enfin, et pour pouvoir discuter plus tard sur les ondes de Radio Fréquence Atlantique. Alors, nous allons commencer par l'actualité qui concerne notre pays, puisque au début de la semaine, le RPRAC avait annoncé son intention de relancer des actions, non seulement contre la vie chère, mais pour obtenir des moyens institutionnels qui nous permettent de résoudre les problèmes, puisqu'il y a un blocage qui avait été révélé par le non-résultat des premières actions. En effet, quand l'année dernière, le 1er septembre, ils avaient donné l'injonction aux grandes surfaces de baisser les prix, ils avaient au départ critiqué les mouvements précédents, les syndicats ou les élus qui étaient incapables de faire les choses avancer, et ils avaient développé l'espoir que leur mobilisation permettrait effectivement de baisser les prix. Des milliers de gens donc avaient manifesté, ici comme en France, pour soutenir cette dynamique-là, croyant que c'était un chemin pour avoir une amélioration. Sauf que les prix, non seulement n'ont pas baissé, mais ils ont augmenté de façon spectaculaire, et dans tous les domaines. On sait que les macaqueries de l'État français et de la grande distribution qui concerne à faire un bouclier sur quelques produits peu nombreux et qui deviennent de mauvaise qualité et qui sont maigrichons par rapport à ce qu'ils étaient avant, le peuple n'a pas accepté cette démagogie-là. Donc, face à l'échec, la nouvelle mobilisation du RPRAC, c'était annoncé comme un moyen de pression pour que le peuple montre au gouvernement français qu'il veut un changement de statut et puis que les choses devaient changer. Comment ça s'est traduit? Essentiellement par un blocage de la SARA, de l'entrée de la SARA, que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Ensuite, par une tentative de bloquer l'aéroport au Lamentin, vous avez également vu les images, et par le fait que les nuits suivantes, il y a eu quelques amorces de barrages, quelques exactions violentes autour. On rappelle que les initiateurs ont dit que ce n'est pas de leur fait, ils ont dénoncé. Bon. Et puis, il y a eu, parallèlement à ce qui se faisait en Martinique, une délégation en France où des compatriotes étaient allés devant le ministère des Hommes et pour exiger d'être reçus immédiatement. Là aussi, on a pu voir les images où ils attendent à la porte, on leur fait attendre, ils disent qu'on attend depuis l'esclavage, etc. Mais finalement, où ils repartent sans résultat. Ça, c'est les faits. Alors,
ce qui est important pour que nous tirions profit de ces actions-là, c'est que nous voyons les conséquences. Quelles sont les conséquences dans la vie quotidienne? D'abord, il y a eu un vent de dénonciation qui a été attisé dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans la rue, à tel point que les initiateurs du PRAC ont fait plusieurs vidéos pour dire « mais non, vous ne comprenez pas, c'est pour plus tard qu'on fait, etc. » Mais il y a eu une forme de rejet qui s'est manifestée dont il faut tenir compte. Mais le plus important, ce n'est pas les réactions émotionnelles des gens, c'est la réaction du gouvernement français. Quelle est la réaction du gouvernement français? Eh bien, c'est de discréditer le mouvement contre la vie chère initié par le PRAC pour dire, voilà, liaison avec les incidents, c'est des casseurs, etc., même si les dirigeants s'en défendent, il y a eu criminalisation de ce mouvement-là, mais comme au départ, le gouvernement français et les médias avaient boosté l'audience de ce mouvement pour faire en sorte que tout ce qui était autour, partis politiques, élus, ben ça ne comptait pas, c'est eux. L'attention du peuple, l'opinion du peuple, en grand nombre, s'était concentré sur cet espoir-là. Aujourd'hui, après avoir discrédité les autres, le gouvernement peut discréditer ce mouvement-là et puis le peuple n'a plus d'orientation. C'était le jeu choisi par le gouvernement français. Donc, criminaliser le mouvement, discréditer tout ce qui peut se faire pour dire, je vois encore ce préfet qui dit, oui, on est pour tout ça, mais il faut entrer dans les institutions, il faut aller dans les élections, etc. C'est ça qui vous donne crédibilité dans le cadre de la République française. Et puis, deuxième, plus grave, c'est le fait que c'est le prétexte choisi par le gouvernement français pour continuer sa politique de fascisation, de cadenassage militaire du pays. On annonce, alors il y a eu des gardes mobiles qui sont venus de Guyane immédiatement, mais on annonce la présence régulière de 2 escadrons de gardes mobiles. Imaginez qu'il y ait eu des incidents dans un département français, comme les gens aiment dire, de l'Hexagone. Vous imaginez que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur aurait dit, bon ben, nous allons installer 2 escadrons de façon permanente dans ce département-là, ça ne se fait pas. Mais là, il s'agit de colonies qu'il faut cadenasser et qu'il faut préparer un quadrillage militaire pour écraser toutes les véritables luttes populaires. Personnellement, j'ai vu hier soir, sur la route de Sétérette, avant-hier soir, pardon, un engin militaire que je n'avais jamais vu de dimension impressionnante, qui est installé. Alors, je demande aux observateurs, aux gens qui réfléchissent, est-ce que les incidents qu'il y a eu lundi, même s'ils sont regrettables, condamnables, tout ce qu'on veut, 2 barrages à Ozanam, un autre à Sainte-Thérèse, rapidement et déblayé, justifie que l'État français envoie des escadrons. J'ai déjà expliqué dimanche dernier que ces gens-là ne seront jamais dans les quartiers pour protéger la sécurité des peuples. Jamais. Ils sont là pour préparer l'écrasement de toute contestation populaire. Donc, le résultat de ce qui a été fait au début de semaine a porté de l'autre dans le moulin de la politique colonialiste. C'est pour cela qu'il faut apprendre à réfléchir. Ils n'ont pas, ces événements-là, servi à aucune avancée dans aucun domaine. Ils ont servi au colonialisme français à asseoir sa domination. Alors, est-ce que ça veut dire que nous intervenons, que nous disons ça pour condamner l'initiative du PRAC, la volonté de lutter des militants qui adhèrent aux idées du PRAC? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est ça que l'on essaie d'entendre. Oui, nous luttons, mais les autres ne luttent pas. Ils nous critiquent. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir le courage
en tant que Martiniquais, qui aime et défend tous ses fils et ses filles, de dire qu'est-ce qui est bon dans ce que nous faisons et qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui nous dessert. À chacun de tirer les leçons pour dire, mais c'est vrai ça, s'améliorer, ou alors continuer même en sachant que ce n'est pas la meilleure des voies possibles. Il faut avoir le courage de dire la vérité, en toute honnêteté, en toute humilité. Parce que ce qui se passe, qu'il y a des politiciens, des opportunistes, qui, soit par lâcheté, manque d'affronter le débat, etc., ou soit parce qu'ils ont des arrière-pensées politiciennes, on va se coller pour dire qu'on est avec eux, et puis peut-être qu'ils vont nous aider à être élus. On va surtout pas, il ne faut pas qu'on les dénonce et qu'on ait l'air de les dénoncer. Ou bien au contraire, pour dire, on diabolise tous ceux qui luttent, tous les militants. Il faut appeler la répression, il faut appeler à plus de... Donc les politiciens opportunistes, anti-souverainistes, qui sont contre les intérêts du peuple, instrumentalisent ce mouvement-là. Donc il ne peut pas être question pour nous de condamner des gens qui veulent lutter. Il s'agit pour nous de dire, maman, ensemble, on nous est ça qui est bon, ça qui n'est pas bon. Et nous avons entendu beaucoup de gens se déchaîner contre les gens qui participent. Les traitants de femmes qui n'ont rien pour faire. Allez au type du show. C'était un bon bouton, un bon imbécile, des idiots utiles. Je, personnellement, mais mon mouvement s'insurge contre cette façon de voir. Parce qu'on est encore là dans le jugement moral, dans la division, dans l'incompréhension et dans le service du colonialisme, parce qu'on divise le peuple. Personnellement, je connais, je tiens à le dire, et j'espère qu'ils m'entendent, des personnes qui étaient dans le mouvement, qui étaient couchées à terre à la Saraï, que les gendarmes ont traité, qui sont des gens sincères, qui veulent vraiment libérer leur pays, qui sont courageux, parce qu'il faut être courageux, camarades. Il faut être courageux pour aller s'asseoir devant. Peut-être que en le faisant, on ne se rend pas compte que ce n'est pas la meilleure méthode, mais il faut être quand même courageux. Et puis on peut être influencé par des idées, des propositions, croire que c'est bon et y aller. Donc arrêtons de juger moralement ceux qui font des actions, mais efforçons-nous de dire il y a des formes de méthodes que nous croyons valables, mais qui desservent la lutte. Réfléchissons ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Il nous faut comprendre pourquoi il y a ce genre de manifestation. La société, si on enlève le jugement moral, la prétention, ce qui est triste, c'est que souvent les gens qui font les jugements ne sont pas ceux qui font le mieux. Il y a donc une nécessité que nous comprenions comment vit la société. Nous sommes dans une colonie. Il y a des souffrances, il y a la vie chère, il y a le sabotage de la santé, il y a les transports qui sont en grève, il y a des gens qui n'ont pas d'éducation, il y a des gens qui se droguent, il y a des gens qui prennent qui boivent de l'alcool, qui sont enivrés, etc., qui sont alcooliques. Et ces gens-là sont contre le système, ils sont enragés, ils ont une violence entre eux. On ne peut pas demander à tout le monde d'être beau, gentil, et de voir des méthodes, etc. On verra pourquoi ça ne se fait pas. Les meilleures méthodes pour lutter contre le colonialisme, c'est il s'agit pour nous de dire comment faire comprendre au maximum de gens qu'il faut choisir des méthodes efficaces, sans jamais diaboliser ou criminaliser ceux qui font des erreurs ou qui suivent de mauvais chemins. Toujours dans la persuasion et l'humilité. Donc, parce que là, on sert, comme je disais, le colonialisme français avec la division au sein du peuple. Nous sommes dans un contexte où la société est délitée, où les gens ont des problèmes moraux, mentaux, psychologiques. Alors, ils expriment leur violence. Et c'est là qu'on va dire aux gens qui appellent à la répression qu'ils sont encore plus coupables
que ceux qui font les exactions. Parce qu'ils ont le niveau intellectuel et politique pour savoir d'où vient la violence qui se manifeste sur les barrages. Ils sont capables de dire au gouvernement français, votre politique, c'est ça que ça provoque, nous exigeons que. Mais ils jouent le double jeu. Ah oui, on n'est pas pour la violence. Eh oui, nous condamnons. Mais qu'est-ce que vous faites pour que cette société-là ne soit pas désorganisée? Donc ils sont plus coupables que les gens désespérés, déréglés, qui se laissent parfois instrumentaliser pour aller faire des barrages. Donc, une fois qu'on a compris qu'il faut analyser, on regarde ce que les gens font. Et je disais tout à l'heure qu'il faut avoir le courage de dire la vérité. Est-ce que quand nous disons que les revendications du PRAC sont assimilationnistes, qu'elles nuisent à la lutte du peuple pour la souveraineté, est-ce que ça veut dire que nous les criminalisons? Non, nous faisons un débat politique. Quand on demande l'alignement des prix de la Martinique sur la France, c'est une hérésie économique qui ne se fera jamais. Quand on demande de renforcer la continuité territoriale, on sait que ça va servir aux colonialistes français pour consolider ses griffes. Donc il faut discuter avec les autres pour dire quelles sont les revendications qui sont valables. Il ne faut pas dire je suis sorti de la cuisse de Jupiter, je sais ce qui est bon, je dis et puis on doit me suivre. C'est une revendication assimilationniste, il faut qu'on le dise. Pourquoi certains partis indépendantistes ne le disent pas? Parce qu'ils ne veulent pas se mettre à dos le PRAC. Il ne s'agit pas de se mettre à dos le PRAC, il s'agit de dire il pays à l'autre dans chemin qui va poser nos problèmes. S'ils sont honnêtes, ils vont rectifier. Et s'ils sont malhonnêtes et qu'ils ont une mission qui n'est pas valable, on verra qu'ils continueront. Mais si on n'a pas dialogué, si on n'a pas essayé, on n'a pas cherché à convaincre, comment le saura-t-on de savoir qu'est-ce qui est progressiste, de bonne foi, ou bien est-ce qui est ce qui est volontairement assimilationniste? Surtout qu'au départ, l'idée de combattre les syndicats, tous les politiques, c'est une stratégie de la bourgeoisie. Alors, si dans le langage du PRAC, il faut reconnaître qu'il y a une évolution par rapport oui, les anciens ont fait, les syndicats sont nécessaires, il y a eu une évolution. C'est certainement parce qu'il y a eu des critiques, des remarques constructives. Et puis, le résultat du terrain, ils ont vu bien que si on n'a pas ces forces organisées là, on est laminé. Donc, il vaut mieux qu'on continue à faire le débat serein, politique, idéologique, pour que ce qui peut être rectifié peut être rectifié. Parce que souvent, les erreurs que font des néo-militants, c'est dû à l'absence de réalisme, d'expérience, ou bien c'est lié à la méconnaissance totale de notre histoire et de l'histoire des luttes populaires. Il faut connaître l'ennemi pour l'attaquer. Il faut connaître ses méthodes. Je prends deux exemples qui méritent de nous faire réfléchir. Un ancien et un d'aujourd'hui. Quand Kémy Séba est arrivé en Martinique, il a fait un spectaculaire meeting dans le Grand Carbet de Fort-de-France. À la tribune, il dit « Je vous appelle à venir prendre du sucre à Génipa demain ou le surlendemain, je ne me rappelle pas si c'était le lendemain ou le surlendemain. » Tout le monde applaudit « Ouais, et puis il dit « Si vous êtes des combattants, vous venez. » Je me souviens qu'il y a des jeunes militants qui me disent « Comment, M. Salé, tu n'applaudis pas ?» Je dis « Non. Comment quelqu'un vient dire devant 1000 personnes, demain ou après-demain, nous allons prendre du sucre à Génipa. Est-ce qu'il n'y a pas des provocateurs de police? Est-ce qu'il n'y a pas des agents? Ben, on leur dit, allez vous préparer. Et comme du fait, on a filmé tous les gens qui sont venus à Génipa prendre du sucre. Kémy Séba est reparti en avion, d'accord? Et puis, ils ont été fichés. Des fins
Rochambeau Gabriel qui téléphonait sur Radio RFA. M'a dit, ça y est, ou dit en bagaille dimanche passé, ou ça c'est la vérité. Manipuler comme moi qui était allé là. Yo convoqué yo, et yo fait chantage et puis yo, pour entreprise yo, pour ceci, cela. Kémy Seba a une culture politique, il a une façon d'agir d'après les réseaux qu'il a, il n'a pas tenu compte de la réalité de la répression en Martinique. Nous avons suivi, enfin, certaines personnes ont suivi, ils ont fait confiance. Quel est le résultat? Des militants qui ont été poursuivis et qui sont sortis de la lutte. L'exemple présent, c'est celui du sit-in devant la Sarah. J'ai dit tout à l'heure que ce sont des gens courageux, sincères. Mais vous avez les vidéos, tout le monde a filmé. Parmi ces gens-là, vous ne pensez pas que tous et tous qui seront là seront suivis, fichés, convoqués, et que si certains ont des problèmes, ils pourront être embêtés. Qu'adviendra-t-il des militants qui sont montés au front sans arrière-troupe, sans organisation? Pourquoi ça se fait? C'est parce qu'il y a une méconnaissance de l'ennemi, de ses stratégies, ce qui veut dire que ça ne peut pas être un noyau de personnes qui viennent dire « faites ci, allons faire ça ». Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui, puis dans l'ambiance, il faut que la lutte du peuple soit organisée, structurée, à la base sur le long terme, avec des gens formés pour décider des actions et des façons de contourner la répression. Quand on dit ça, c'est parce qu'on est contre le POAC? C'est parce qu'on est contre les gens qui se mobilisent contre la vie chère? Non. C'est parce que nous tenons à ce que tous les compatriotes luttent efficacement et dans l'unité, de façon structurée contre un ennemi qui est hyper puissant. Il y a des politiciens qui refusent de dire ça pour ne pas se mettre à dos ceux qui soutiennent le PAC. Ce n'est pas notre point de vue. Nous sommes pour la vérité. Et puis, c'est aussi notre droit de dire que nous sommes absolument contre le culte de l'homme providentiel. C'est bon Dieu qu'il faut y. Regardez un petit bout de là. J'ai même vu une vidéo sur YouTube, l'homme qui fait trembler le gouvernement français. On fait de la communication pour idéaliser. Mais le gouvernement français n'a absolument pas peur d'un homme, de deux hommes, d'un gouvernement. Il a coupé avec ça. Parce que pour faire peur au gouvernement français, il faut des milliers de gens organisés, puissants, avec une contre-stratégie. Le reste, ça l'arrange. Et la question de l'homme providentiel, c'est une des façons dont la bourgeoisie se sert pour pouvoir empêcher au peuple de s'organiser de façon efficace. Quand nous disons ça, est-ce que c'est pas haine contre Rodrigue Petitot? Nous ne nous appuyons pas sur l'argument qui dit « ouais, c'est un délinquant, etc. Il a payé sa dette, il a droit à une double chance. » Nous sommes d'accord que tous ceux qui ont commis des erreurs, dans le contexte qu'on a dit d'une société injuste, ils paient leur crime et qu'ils sont des êtres humains comme tous. Mais nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il ne faut pas tenir compte de la ligne politique défendue par quelqu'un qui se présente comme l'homme providentiel. Dans l'histoire, on a vu où cela a mené, nous l'avons déjà dit. Soit c'est quelqu'un de sincère, bien courageux, on élimine ça, on tue ça, Ali Lumumba, etc., etc. Soit on le corrompt. L'homme est corruptible. On ne regarde pas le passé, on regarde le fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur un homme providentiel pour lutter. J'ai l'histoire de seconde chance, j'ai eu l'occasion de rappeler que à l'initiative des Black Panthers, à l'initiative des Black Muslims aux États-Unis, il y a des gens qui étaient des délinquants, mais qui se sont formés et qui se sont organisés, y compris militairement, pour mener la lutte. Donc ce n'est pas une question du passé, c'est une question de
quelle stratégie, quel choix on fait en matière d'organisation. Je ne serai pas plus loin pour les commentaires concernant les incidents qui ont émaillé le début de la semaine. Je veux passer à la question internationale, les provocations de Trump contre le Venezuela. Alors, vous avez entendu que Trump a envoyé 4 bâtiments militaires avec des milliers de soldats qui se rapprochent des côtes du Venezuela. Des mercenaires sont déjà à la frontière de Colombie avec l'intention de déclencher une guerre contre le Venezuela. Dimanche dernier, nous avons rappelé que ça fait partie de la stratégie de la préparation de la guerre mondiale. On a ici en Ukraine, on est bloqué. Au Proche-Orient, les massacres, ça discrédite, etc. Et donc il faut ouvrir le front, c'est ce que les États-Unis veulent faire, dans la Caraïbe, où nous sommes concernés. Pour pousser à la guerre, Trump fait une provocation. On bombarde un bateau civil dans les eaux territoriales avec 11 personnes, qu'on tue donc. Et puis dans tous les médias on dit, nous avons bombardé un bateau de narcotrafiquants qui faisait partie de tel groupe et dont Maduro est à la tête. C'est une propagande absolument malpropre, scandaleuse, tout ce qu'on veut. Mais le fait, c'est qu'ils ont bombardé un bâtiment civil avec 11 personnes qu'ils ont tuées dans des eaux territoriales. La première ministre de Trinidad et Tobago a osé dire, j'appuie cela, il faut tous les tuer, et violemment. Pour se faire à Miami avec Donald Trump. Mais réfléchissons. Les États-Unis n'auraient pas pu envoyer 4 corvettes encercler le bateau, revenir avec 11 personnes enchaînées, et puis les ballots de cocaïne qui, soi-disant, étaient transportés. Est-ce qu'il y a une chose qui empêchait de faire ça? Et puis là, il y aurait eu des preuves, voilà, le gang, monsieur dans tel gang. Ce n'est pas vrai. C'est une provocation gratuite, illégale, qui a été faite pour pousser le Venezuela à réagir. Est-ce que vous avez vu un média occidental répercuter la réaction documentée du ministre des Affaires étrangères du Venezuela? Nous avons cette vidéo qui montre. Voilà où ça se passe. Voilà les textes de loi qui interdisent dans la Constitution états-unienne, de l'ONU, le droit de la guerre, qu'on bombarde quelque chose, puisqu'on ne sait pas. Alors, si c'est 2 trafiquants qui ont kidnappé 9 Vénézuéliens pour aller les mettre en esclavage, vous tuez les 9 Vénézuéliens? Si c'est un bateau de pêcheurs et puis on vous a donné une fausse information pour vous dire que c'est des trafiquants, vous avez le droit de tuer 11 personnes? Alors, il y a des gens qui disent, bon, drogue, qui acceptent l'idée comme la première ministre de Trinidad. Mais si vous acceptez ça, vous acceptez que Netanyahou bombarde 2 immeubles où il y a des civils pour dire, ah, on m'a dit qu'il y a un membre du Hamas. Vous acceptez que s'il y a un de vos fils qui a été pris dans un trafic de drogue, qu'on vienne lâcher une bombe sur toute la cité pour tuer tout le monde, pour dire, j'ai tué des trafiquants. Vous acceptez la barbarie. Au-delà de l'émotion, il faut comprendre que on est dans une phase où le droit international a disparu. C'est un système de fascisation dans tous les domaines. Et que, à l'heure actuelle, ce qui est en cause, c'est notre droit à la vie. Notre droit au respect de la souveraineté des pays. Qu'est-ce qui peut nous garantir tout cela? C'est si nous comprenons, nous nous formons, nous comprenons, nous analysons, nous étudions la situation internationale. Quelles sont les forces qui sont en conflit? Quelles sont leurs méthodes? La question de la décolonisation, comment nous nous organisons
pour pouvoir freiner la marche vers la guerre, freiner la marche contre les crises économiques, etc. C'est ce problème-là, je ne serai pas plus long sur cette question parce que nous allons détailler la suite des arguments dans le cadre de cette partie. Je veux quand même dire, j'ai parlé de fascisation. Pour ceux qui ne regardent pas l'actualité à la base, mais qui étudient, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du monde, ce n'est pas simplement les États-Unis, un pays impérialiste, c'est un genre de mafia globalisée. Il y a des États-Unis, il y a des Européens, il y a des Israéliens. C'est un genre de mafia qui contrôle le commerce des armes, qui contrôle l'industrie du sexe. Le fameux Epstein, là, qu'on a suicidé en prison, dont on essaie de cacher les preuves. Il avait son île où tous les dirigeants concernés se rencontraient pour violer des mineurs. Industrie du sexe, industrie de la drogue, les passerelles entre la drogue, entre la circulation de l'argent blanchi dans les paradis fiscaux. C'est une même affaire. Ils se connaissent au-delà des frontières, des nationalités, des races. Et ils saccagent le droit international, les législations nationales, pour pouvoir rentrer vraiment dans l'ère de la barbarie. Et c'est important qu'aujourd'hui, nous comprenions que c'est l'avenir de la planète et de l'humanité qui sont en jeu. Donc, est-ce qu'on fait une petite pause musicale, le temps de respirer 3 secondes, avant que je passe à la question de la déconstruction? On est prêt? Bien, alors, on va enchaîner de ce que nous avons déjà dit. Nous voulons qu'on réfléchisse sur les conditions nécessaires pour une transformation valable de la société. Une transformation réelle, sur le court terme, pour qu'on puisse y vivre mieux. C'est ça qui doit nous interpeller aujourd'hui, parce qu'on voit autour de nous violences sociales, on voit toutes sortes de... Enfin, je ne vais pas plus. Vous voyez ce qu'est la société aujourd'hui. On va commencer avec une introduction. Qu'est-ce que les gens veulent vraiment? Qu'est-ce que chacun de nous veut? On veut vivre bien, manger, avoir un logement correct, pouvoir nous déplacer. Et au-delà des questions matérielles, on veut être reconnu en tant qu'être humain, protégé dans sa sécurité physique, mais respecté, qu'on ne soit pas victime du racisme, du machisme, qu'on ne puisse pas être discriminé à l'embauche. C'est ça qu'on veut. Mais ce désir-là qui est commun à tous, il se manifeste de façon différente chez les individus. Les réponses, le chemin pour arriver à là est différent d'après la façon dont on voit la société, l'éducation qu'on a reçue, son environnement, sa position de classe. Et on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, ils veulent changer leur mode de vie, mais à travers une émancipation individuelle. Devenir Miss Martinique, devenir le nouveau Mbappé, créer ma société où j'ai beaucoup d'argent, je fais ce que je veux. Donc, beaucoup de gens ont des rêves individuels. Alors, la plupart n'y arrivent pas et ça contribue à renforcer les problèmes psychologiques, le mal-être, etc. Mais c'est ça que les gens veulent. Réaliser des rêves individuels. Beaucoup de gens qui ont cette même conception se regroupent dans des associations, des partis, pour pouvoir réaliser leurs rêves. Donc on rentre dans une association, on rentre dans un club de football, on rentre dans une structure qui nous permet d'espérer
réaliser nos rêves individuels. Et puis, il y en a qui rentrent dans des partis politiques parce qu'ils pensent que ces partis politiques-là leur permettront de mettre les conditions pour réaliser les rêves qu'ils ont ou les revendications qu'ils ont. Donc, ils rentrent dans des partis politiques. Le parti politique défend les intérêts de ces gens-là. Mais il y en a qui défendent des intérêts pour... Bon, il ne faut pas que la société change. Quand Bérou dit qu'il faut défendre un budget qui vole 2 jours fériés, qui baisse les pensions, et puis qui ne touche pas aux superfortunes, son parti défend les intérêts d'une classe. Et il y a des gens qui le suivent. Et puis, il y a des gens qui sont des combattants qui disent « Nous voulons que l'ensemble de la population vive bien, et le système n'est pas valable, donc il faut le renverser. » Donc, quand on a dit ça, on a les réactions de tous. Comme tout à l'heure on disait, il ne s'agit pas d'émettre de jugement moraux. Ça, c'est la vie. C'est les conditions qui entraînent les modes de pensée des gens. Et il n'est pas question de criminaliser, il est question de dépeindre la réalité et de dire, bon, ceux qui veulent changer la réalité sur des bonnes bases, ils doivent dire, ben, mais quelles sont les conditions à remplir pour que notre lutte arrive à victoire, que nous renversions le système dominant avec ses injustices, et puis que nous construisions un système alternatif où tout le monde vit mieux. Donc ça, c'est ceux qui veulent vraiment changer le monde. Alors, il y en a qui se posent la question, bon, il faut commencer par lutter contre les injustices, la vie chère, il faut renverser la domination coloniale, il faut se mobiliser contre le racisme, il faut défendre le droit des femmes, il faut décoloniser le pays. Donc, chacun d'après son soubassement, son expérience, choisit d'aller sur un front. Malheureusement, la sincérité, comme on l'a vu pour le PRAC, la sincérité des intentions ne garantit pas qu'on soit dans la bonne direction. Parce qu'il y a une errance, on fait n'importe quoi. Certains veulent retourner aux valeurs africaines, mais simplement en représentant des rites, sans comprendre les racines de la spiritualité africaine. D'autres, bon, vous allez continuer les exemples. On est dans un monde où il y a une confusion qui roule à cause du recul idéologique dans le camp des peuples. Jusqu'aux années 70, la politique se fondait sur des débats théoriques. La droite, la gauche, le communisme, le capitalisme. Il y avait des gens qui lisaient, qui fouillaient, qui avaient des arguments, qui échangeaient des expériences avec des peuples en lutte. Donc il y avait un soubassement idéologique fort. Les syndicats menaient la lutte de classe, même si certains faisaient des syndicats de collaboration. Mais il y avait une lutte idéologique. À présent, ça a disparu. Parce qu'avec les médias, les empires médiatiques qui desservent la population, qui bestialisent, qui poussent à n'avoir que des centres d'intérêt de bas niveau, et la débauche sexuelle, l'arrivisme, etc., la consommation à outrance, l'idéologie a fait un recul. Aujourd'hui, je suis un citoyen. Je ne veux pas qu'on récupère ma lutte politique, et mon travail associatif. Il n'y a plus d'idéologie. Et c'est ce qui fait qu'on a un épuisement dans des luttes qui ne mènent nulle part. J'ai donné les difficultés liées aux mobilisations du PRAC. Je peux parler de ceux qui croient que le 17 septembre va sauver la France. Le 10 septembre, nous ne parlons pas de la nécessité du rôle que ça peut jouer dans l'histoire. Nous disons que si vraiment le peuple reprend ça et puis bloque là, ce sera un élément de transformation. Mais ce n'est pas par une mobilisation déclenchée pour le 10 septembre que le système capitaliste et impérialiste va tomber et puis qu'on aura des conditions
nécessaires pour construire un système alternatif. Il y en a qui plongent dans l'électoralisme. Les élections ont été conçues par la démocratie bourgeoise, par la bourgeoisie. Et au départ, il fallait payer un impôt, le cens, ça s'appelait, pour avoir le droit de voter. Il y a eu des luttes pour que les gens puissent voter. Les femmes ont commencé à voter après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le système, les circonscriptions électorales, le rôle de l'argent, j'en ai parlé dimanche dernier, fait que la bourgeoisie tient son système. Et même si vous arrivez à avoir la majorité, vous êtes bloqué. Nous avons déjà expliqué l'exemple de la France où l'opposition, notamment le nouveau Front populaire et le Front national, était majoritaire par rapport au groupe de Macron. Macron n'a pas respecté la logique républicaine, entre guillemets, qui voudrait qu'on nomme un premier ministre du nouveau Front populaire. Il a nommé Bérou, avant là c'était l'autre là. Non, il nomme qui il veut, il fait ce qu'il veut. Il utilise le 49.3. Donc si au niveau de l'État, je parle de l'exécutif et du pouvoir et parlementaire, il n'y a aucun moyen d'imposer le choix des électeurs. Ça veut dire que ce n'est pas les élections qui sont le biais de la récupération. Alors quand des gens viennent nous dire, eh bien, votez pour moi, je vais faire la vie chère au BC. Votez pour moi, je vais faire l'autonomie passée. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire ou bien qu'ils se leurrent. Je dis cela pour montrer que c'est le recul idéologique qui fait que le peuple a les mains liées jusqu'à aujourd'hui. Alors, comprenons bien que pour que la société change, il y a des conditions qui doivent être réunies. Ce qu'on appelle les conditions objectives d'un côté et de l'autre côté les conditions subjectives. J'en ai déjà parlé, mais dans le cadre de ce point global, je vais revenir. Les conditions objectives, c'est quoi? C'est ce qui est dans la réalité qui ne dépend pas de nous. Vous connaissez le proverbe de chez nous qui dit « sans pas qu'à sortir d'un roche ». Ben, c'est ça, condition objective. En roche, peut pas produire sang. Ou quand il fait sans lait, ou pas quand il fait sans sortir d'un roche. Ou peut faire un petit macaque pour une statue. Mettez dit la peinture rouge, vous dit la vierge pleure, etc. Mais sans pas qu'à sortir d'un roche. Donc si on a un pays qui est organisé économiquement d'une certaine façon, dépendant à 80% des importations, une caste qui muselle tout, qui fait ce qu'elle veut, c'est une réalité objective. Et pour que les choses changent, il faut que cette réalité objective-là ait évolué. Le politique, l'organisation du pouvoir, c'est une conséquence de ce qui existe dans l'économie. Ça, c'est pour les conditions objectives. Je vais revenir dessus tout de suite, mais les conditions objectives, c'est que pensent les gens? Comment ils voient la vie? Ce que j'ai dit au début. Suivant leur éducation, la morale, ce que leur a appris les religions, leurs parents, etc., ils voient que c'est ce qu'il faut faire. Encore une fois, ce n'est pas une question morale qu'il faut dire yo couillon, yo. Non! La condition subjective, c'est une réalité sur laquelle on peut agir, mais qui est indépendante des sentiments moraux ou des émotions. Donc, il faut ça, condition objective et condition subjective. Revenons sur condition objective. Je prends l'exemple de la révolution bourgeoise française de 1789. Pour tous ceux qui ont étudié leur histoire de l'époque, il y avait les aristocrates, les nobles qui avaient des privilèges, comme les ultra-riches aujourd'hui, faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis il y avait le tiers-état, constituant le peuple. Et dans le tiers-état, il y avait la bourgeoisie, qui au départ subissait des humiliations, n'avait pas le droit de porter certains habits, d'aller s'asseoir à l'église à côté des nobles, etc. Donc, la bourgeoisie. L'économie s'est transformée avec la production.
avec le fait qu'il fallait de l'argent pour assurer les transactions. Et c'est la bourgeoisie qui avait l'argent et qui avait l'instruction nécessaire pour gérer l'argent, qui s'est enrichi, qui est devenu la force qui contrôle l'économie du pays. Ça, c'est l'objectif. L'organisation capitaliste bourgeoise, c'est la base qui fait que les bourgeois sont ceux qui détiennent le pouvoir. Ils détiennent tellement le pouvoir qu'ils prêtent de l'argent au roi, qu'ils font des chantages, ils financent la guerre, etc. Quand ils sont devenus suffisamment puissants et que les idées, le subjectif, qu'ils pouvaient faire circuler, puisque c'est eux qui écrivaient, les nobles c'était des ignorants, et que leurs idées de liberté, égalité, fraternité ont pris la population, les conditions objectives et subjectives se sont réunies, ils ont fait une révolution qui les a portés au pouvoir. Aujourd'hui, on est dans le même cas de figure. On est dans un cas où les capitalistes ont perdu la main sur le pouvoir économique réel. C'est l'argent, les spéculateurs et tout. Les conditions technologiques font qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, même s'ils ont des empires médiatiques, comme Yom Kamariam, les réseaux sociaux, les sapent par le bas, etc. Donc, il y a de nouvelles conditions qui font que ceux qui avaient le pouvoir, je parle des impérialistes occidentaux, ne l'ont plus de façon hégémonique. Chine, Inde, Brésil, qui font les BRICS, etc. Donc, les conditions objectives font que le système dominant impérialiste ne peut plus tenir. Les conditions objectives, les idées internationalistes, regardez ce qui se passe dans le soutien à la Palestine, s'imposent. Moralement, ils sont détruits. Ce qu'ils ont fait à Gaza fait vomir tous ceux qui sont êtres humains, y compris en Israël, en Europe, partout. Conditions objectives et subjectives sont réunies. Alors, à partir de ce moment-là, les conditions sont mûres pour la révolution. Mais, il y a un phénomène de lutte incessante. On peut gagner, on peut perdre. Une guerre, c'est ça. Par exemple, les États africains, nous regardons avec beaucoup d'attention ce que Burkina Faso, AES font. Ils font les choses avancées, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. On peut avoir des insurrections, des contre-révolutions, on peut... Mais les choses vont continuer à évoluer. Le mur de l'argent qu'ils avaient fait en 1936 pour empêcher au Front populaire de progresser, ils avaient bloqué les capitaux. Et bien aujourd'hui, on est dans la même situation. Le mur du dollar est en train de tomber avec les nouvelles monnaies. Ce qui veut dire qu'on a des conditions qui changent. Il y a des hasards historiques. Si un pays se développe, il y a une catastrophe. L'histoire, c'est un grand bouleversement. L'analyse que les révolutionnaires, ceux qui veulent vraiment transformer le monde, doivent faire, c'est prendre en compte tous ces éléments-là afin de définir une stratégie qui nous permet de gagner la bataille. En Martinique, nous allons gagner la décolonisation, battre le colonialisme français, si nous n'avons pas une stratégie globale, parce que nous allons, derrière des gens qui nous appellent à manifester, ou bien derrière un tel, nous avons voté, un tel monsieur. Ce n'est pas vrai. La stratégie globale que tous ceux qui veulent changer le monde doit s'appuyer sur un certain nombre de principes. D'abord, elle doit privilégier la conscientisation des masses populaires. Il faut donner les informations, peuple là, pas couillon, peuple là, pas mauvais. Mais il faut donner les explications, les informations pour que les gens comprennent. Par exemple, là, pour comprendre ce que le gouvernement français, il faut expliquer le déficit budgétaire, c'est quoi? Ah, mais vous avez vu, la bourse est descendue. Les agences de notation nous ont donné à la France A, B, etc. Qui dans le peuple sait ce que c'est? Il nous faut dire au peuple, les agences de notation, c'est des agences capitalistes privées qui regardent où les gens peuvent placer leur argent en toute sécurité. Ce pays-là est sûr, il n'y a pas de mouvements sociaux,
on peut couillonner les gens. Donc vous pouvez mettre votre argent, je vous donne un. Ce pays-là, il y a un mouvement populaire très fort, et vous n'allez pas avoir de bonne rentabilité. Donc, je lui donne B. C'est ce que ça veut dire. La bourse, les capitalistes achètent des actions. Bon, on va acheter des actions en France parce que le peuple est muselé. Il y a un mouvement populaire, eh bien, on n'achète pas en France. Donc, la bourse réagit mal. Mais oui, mais ça veut dire quoi? Heureusement, si la bourse réagit mal, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Donc, c'était une illustration pour dire conscientiser. Et puis, organiser. Nous avons dit non au culte de la personnalité. Non aux minorités agissantes. La seule chose qui vaille, c'est la structuration du peuple, lente, conséquente, à la base, dans les quartiers. Pourquoi c'est mon nom? Les informations, il y a décider côté nous qu'a fait, qui ça nous qu'a fait, qui nous qu'a fait, et s'organise pour faire fonctionner la démocratie directe. Parce que quand c'est indépendant, il faudrait un pouvoir alternatif. Qui c'est qui va décider? T'as qui dit plus fort? Ou bien les gens des quartiers qui disent, bon, je suis représentant des paysans du quartier. Je veux que. Je suis représentant des jeunes. Je vous ai dit que le mois dernier, il y a 2 mois, le Venezuela a organisé un vote de tous les jeunes au-dessus de 15 ans pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient en priorité. Démocratie directe. Donc, il faut construire la démocratie directe. Il faut construire les alternatives économiques. Qui manière nous manger, qui manière nous tirer, côté nous acheter pour moi, etc. Alternatives économiques. Organisées. Et sur le plan de l'éducation et de la culture, qui groupe culturel faut que nous fassions tourner tout partout pour l'idée à bon? Qui livre nous qu'a fait pour tout le monde? C'est un laisse nous connaître l'histoire et nous. Mais on ne peut pas faire ça sans organisation. C'est ça la révolution, c'est ça la transformation du monde. Alors, c'est ce à quoi nous vous invitons. Avant de conclure, je veux donner quand même un petit clin d'œil sur les ironies de l'histoire. Parce que nous voyons que l'organisation est importante, la démocratie, la conscientisation, mais parfois, l'histoire fait que ce sont nos ennemis même qui se tirent les balles dans les pieds. Et c'est encourageant, parce que quand on regarde la situation internationale, nos ennemis sont en train de se détruire eux-mêmes. 3 cas. Ukraine, ils préparent une guerre en instrumentalisant le peuple ukrainien pour aller détruire la Russie. Des 20 pour eux, ils n'arrivent pas, et c'est la Russie. C'est l'Ukraine qui est en train d'être plombée, mais c'est l'Union européenne qui est en train de s'éclater, de les détruire. La Russie, mais c'est l'Union européenne qui est en train d'être détruite. Deuxièmement, Israël, les États-Unis, l'Europe, l'argent, tout ça pour écraser le monde et rien, contrôler le monde. La barbarie de Netanyahou est telle que le monde entier se retourne contre le sionisme, contre l'impérialisme américain, contre les Européens. Dans tous les pays du monde, des manifestations de masse. La ligne de front, c'est les peuples du monde contre ces voyous-là, contre ces criminels-là. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Les États-Unis, ils ont dit Trump, oui, je vais faire ci, je vais saboter l'économie pour que les multinationales américaines soient les seules gagnantes. Hein? Mais sous la base de racisme. Résultat, l'économie américaine plonge. Tous les alliés se détachent, le dollar est en train de couler, l'Amérique va imploser. Eux-mêmes se tirent une balle. Et pourquoi ces 3 exemples-là nous permettent de dire que quand Bianca Marianne, parce que c'est l'idéologie suprémaciste, raciste de ces gens-là qui leur permettent de mépriser les peuples dominés. Il n'y a pas qu'à ça fait ça. C'est nous. Parce que nous sommes blancs, parce que nous sommes tout puissants. Cette idéologie suprémaciste-là les pousse à sous-estimer les capacités des peuples et à commettre les erreurs dont je viens de parler. C'est pour ça que je parle d'ironie de l'histoire. Mais à travers ça, je veux dire que le subjectif, ce qu'on pense,
ça peut accélérer la lutte, la chute du système. Mais ça peut aussi retarder la dynamique populaire. Ça dépend des choix que nous faisons. Jamais, de toute façon, que ce soit retardé ou avancé, la dynamique ne va s'arrêter. De toute façon, le système est appelé à disparaître. Mais on peut prendre plus de fer, on peut souffrir davantage si on ne met pas le subjectif positif de notre côté. Et c'est ce que nous vous appelons, compatriotes, à faire comme choix. Organisons-nous, formons-nous, préparons-nous, organisons-nous dans le concret de la vie pour laisser les illusions individualistes et voir que les intérêts de chacun seront possibles grâce à l'émancipation collective et pour ce qui nous concerne, grâce à la décolonisation, à l'intégration dans notre environnement caribéen, à notre réinvention de la vie, des idées, de la spiritualité en nous appuyant sur nos cultures ancestrales. C'est ça qui va avancer, accélérer le processus. Nous pouvons le faire, nous vous invitons. Et voilà, je vous remercie de votre attention pour cette longue présentation. Donc, on va écouter notre éducatif. Vous savez, c'est un morceau haïtien qui est très célèbre parce qu'il nous appelle à nous unir. Voilà. Eh bien, on va le mettre ici aussi, oui. Voilà. Pourquoi ils ne veulent pas nous faire entendre, camarades? Voilà. Mettez la bouteille.